Bonjour, je m'appelle Ville. Ça fait pas mal d'années que je me balade en Russie. Lors de mon dernier voyage, j'ai traversé le pays d'ouest en est, 6000 km le long de la côte arctique. Aujourd'hui, une nouvelle aventure m'attend, le Caucase. Aux infos, le Caucase apparaît souvent comme une région rude, agitée, déchirée par les guerres. J'ai décidé de parcourir cette région aux 1000 facettes et de découvrir l'âme du peuple caucasien. Bienvenue à Sotchi, en Karachaïévo-Tcherkessie, en Tchétchénie, Ingouchie, Ossétie du Nord Alanie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. J'ai déjà vu des endroits incroyables dans ma vie, mais là, vraiment, ça dépasse tout. L'aventure a commencé il y a maintenant une dizaine de jours à Sotchi. Nous sommes ensuite partis pour Ladigué, à la rencontre d'un chef cosaque. Puis, direction la Karachaïévo-Tcherkessie, où j'ai dormi dans une soucoupe volante. Et la Kabardino-Balkarie, pour une rencontre au sommet avec l'Elbrouz, le point culminant de l'Europe. J'ai exploré la plus petite république du Caucase, l'Ingouchie, et le pays le plus connu, la Tchétchénie. J'y ai découvert les deux visages de la capitale, Grozny. Voilà à quoi la ville ressemblait à l'époque. Et les médias occidentaux ont tendance à nous faire croire qu'elle est toujours dans cet état. Je vais bientôt passer de l'autre côté des montagnes, en Caucase du Sud. Mais je n'en ai pas encore tout à fait terminé avec la Tchétchénie. Les Tchétchènes sont un peuple de montagnards. Si je veux vraiment comprendre ce pays, il faut aller à leur rencontre, et donc aller aussi dans les montagnes. Depuis Grozny, cap sur le sud et un petit village appelé Itumkale. Le trajet fait moins de 100 km, mais les routes en lacets nous ralentissent considérablement. Il ne reste que 20 km avant d'arriver à Itumkale. On avance lentement mais sûrement. Ça fait maintenant à peu près 4 heures qu'on roule. Et la route vient de se transformer en piste poussiéreuse et semée d'embûches. Mais je suis content d'avoir quitté Grozny. C'est une ville passionnante, mais j'avais très envie de retrouver les montagnes. Et j'ai vraiment hâte de découvrir les autres facettes de la Tchétchénie. Nous voici enfin à Itumkale. Selon la légende, un homme nommé Itum a découvert cet endroit. Un oiseau s'est posé sur son bâton et c'est ainsi qu'il a su qu'il devait s'établir ici. Il a construit une maison, épousé une femme du village voisin, Tsitsny, et petit à petit, Itumkale s'est agrandi. Plus tard, un conflit a éclaté entre les deux villages et sa femme est morte. Mais durant leur mariage, ils ont eu de nombreux enfants. Aujourd'hui, les villageois affirment tous être des descendants de ce couple. Un habitant propose de m'accompagner jusqu'à la maison du doyen du village. Selon lui, Yacoub a vécu ici toute sa vie. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de personnes âgées, mais c'est ici que vit l'ancien du village. On va lui rendre visite. Bonjour. Bienvenue. Merci, je m'appelle Ville. Venez que je vous serre la main. Yacoub. L'accueil est chaleureux. La présence de grands murs autour de la maison n'y change rien. Yacoub ne déroge pas à la légendaire hospitalité des Caucasiens. Il vit ici avec sa femme, leur plus jeune fils ainsi que leur belle-fille. Il est seul à la maison lors de ma visite, mais un garçon du voisinage vient jouer dans la cour alors que Yacoub me parle de son village natal. Vous êtes à Itumkale. Le village se trouve à 1200 mètres. 1200 mètres. Au-dessus du niveau de la mer. C'est ça. C'est ici que les montagnes sont les plus hautes, les gorges les plus profondes et les filles les plus belles. Oui. La rivière Argoun coule ici. Elle se déploie tel un ruban gris, chahute tel un jeune tigre féroce. Elle ne sait où aller.
mais se déploie tel un ruban gris. Itum Calais, la forêt bourdonne et l'horizon scintille, les montagnes s'élèvent vers le ciel, vers le séjour céleste. La vie est belle sur ces sommets, venez nous voir à Itum Calais. Bravo, c'est un très beau poème. Quelle est l'activité principale de cette région? L'élevage? Avant, on avait du bétail, oui, mais la guerre a fait des ravages. Après la guerre, plus personne n'a voulu élever de bétail, donc peu de gens en ont encore. Moi, en revanche, j'ai des abeilles. Ah oui? Oui. Vous avez combien de ruches? Comment? Combien vous en avez de ruches? Je ne peux pas en entretenir trop. J'en ai vendu beaucoup. Aujourd'hui, il m'en reste 10. C'est suffisant, vous avez bien raison. Tout comme le reste de la Tchétchénie, Itum Calais a connu plusieurs fois la guerre. À 3 reprises, Yacoub a dû quitter son village à cause des conflits et des déportations. La première fois, c'était sous le régime de Staline. J'avais 12 ans lorsque nous avons été déportés. Je venais de passer en 4e quand il a fallu partir. Vous voulez dire que tout le monde a dû s'en aller? Tout le monde. Les gens ont été déplacés dans toute la Tchétchénie-Ingouchie. Toute la population? Oui, toute la population. Nous avons vécu 13 ans au Kazakhstan. Ensuite, nous sommes revenus. 13 ans. Khrouchtchev, Il vous a fait revenir? Khrouchtchev nous a donné la permission de rentrer chez nous. Quand nous sommes arrivés, Itum Calais avait été rasé. Tout était en ruine. Absolument tout. Quand nous sommes arrivés, il ne restait rien. Pas une seule maison. Il a fallu vivre dans des tentes. Pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, des membres de la famille de Yacoub qui vivaient à Grozny ont envoyé tout ce qui leur était précieux à Itum Calais, pensant que ça y serait en sécurité. Mais une fois de plus, le village a été rasé. Et une fois de plus, il a fallu repartir de zéro. Quand le dernier conflit a éclaté, Yacoub a envoyé ses 9 enfants en lieu sûr. Lui a tenu à rester. J'ai envoyé ma famille en Géorgie. Moi, je suis resté. Vous êtes resté pour défendre la maison? Oui, c'est ce que je voulais faire. Le village a été bombardé jour et nuit. Des éclats d'obus volaient partout. Les vitres ont éclaté. Au bout d'un moment, ce n'était plus possible de rester là. Et j'ai été me réfugier à Atagui. Quand je suis revenu, il ne restait rien. Ils avaient tout brûlé. Itum Calais a payé un lourd tribut aux différents conflits. Au cours des déportations ordonnées par Staline, 1/5 de la population tchétchène meurt sur le trajet et dans les camps. Les chiffres varient, mais on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre minimum de victimes au cours de ces guerres. Cela fait maintenant plusieurs années que le pays vit en paix. Yacoub est reconnaissant au président d'avoir su améliorer la situation. Malgré quelques conflits, les conditions de vie sont bien meilleures. Quand Ramzan Kadyrov est arrivé au pouvoir, il a fait construire des routes. Maintenant, nous avons de l'asphalte et toutes les maisons ont le gaz, l'électricité et l'eau. L'eau va jusqu'à la maison. La vie est paisible maintenant. Oui, on vit aussi confortablement que si on habitait à Moscou. Et ça se passe bien avec les voisins? Tout se passe bien maintenant. Grâce à Ramzan, nous avons une vie correcte. Ramzan nous a donné de bonnes conditions de vie. Il vient souvent ici. C'est vrai? Il vient voir si tout va bien. Là-bas, il y a des bâtiments, Une station de ski? C'est ça. Regardez dans les montagnes, là. Vous voyez? Oui. Quand je travaillais, j'allais chasser tous les samedis. C'est vrai? J'y allais tous les samedis. Il y a quoi comme animaux? Qu'est-ce qu'on peut chasser? Tout ce qu'on veut. On a de tout, même des ours. Vous avez des ours ici? Des loups, des ours et beaucoup de chacals. Une fois, je suis sorti le matin pour prier et alors que je me rendais aux toilettes, j'ai entendu un bruit métallique. J'ai ouvert tout doucement la porte, cette porte-là. Le poulailler est à côté. Il est protégé par une clôture métallique d'un côté. J'ai relevé la clôture, j'ai regardé en dessous et il y avait un chacal.
J'ai pris une binette, je me suis approché tout doucement et je lui ai mis un bon coup sur la tête. Puis je l'ai maintenu contre le sol. J'avais mon téléphone dans ma poche et j'ai appelé mon fils. Bien vite, j'ai attrapé un chacal. Ah ouais? Oui. Je suis content d'avoir fait toutes ces heures de voyage pour venir ici. Yacoub est un sacré personnage. Il a connu plusieurs déportations et plusieurs guerres. Il attrape un chacal avec un bâton et me sourit comme à un vieil ami. Yacoub incarne bien cette âme du peuple caucasien, la force et l'hospitalité, sans oublier un certain sens de l'humour. Le soir, retour à Grozny. La prochaine étape m'emmènera cette fois sur le versant sud des montagnes. Voilà plus de 10 jours que nous voyageons dans le Caucase du Nord, où nous avons rencontré les différents peuples qui vivent dans cette région. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ne sont pas si éloignés les uns des autres finalement. Au début de notre voyage, nous nous étions fixé une mission, découvrir le Caucase et l'âme de son peuple. Souffrait-il encore après toutes ces guerres traversées? Était-il une région qu'on pouvait appeler sinistrée? Je peux d'ores et déjà affirmer que ce n'est pas le cas. Il y a énormément de belles choses dans le Caucase. Les gens n'ont absolument pas baissé les bras. Ils veulent que leur société se développe. Ils ont envie d'aller de l'avant. Ils sont fiers des progrès accomplis par leur nation et leur peuple, des nouveaux bâtiments qui se construisent, des nouvelles routes, des nouvelles écoles. C'est sûr, il y a un certain culte de la personnalité autour du chef de l'État. Et le pouvoir est entre les mains de quelques personnes. Mais après tout, c'est peut-être le seul moyen de faire avancer les choses ici. Parce que, oui, elles avancent. Et les autochtones veulent du changement. Le Caucase du Nord abrite une centaine de nationalités différentes. Quand j'ai posé la question du racisme au début de mon séjour, j'ai beaucoup aimé la réponse qui m'a été faite. On ne peut pas être raciste ici. Les racistes ne pourraient pas survivre. Voilà qui en dit long sur cette région que je trouve extrêmement hospitalière. Nous avons croisé beaucoup de gens chaleureux et tous nous ont souhaité bon voyage. Et ils nous ont tous proposé leur aide pour le tournage. J'espère que ce périple se poursuivra dans le même esprit et que nous continuerons à être agréablement surpris, et ce, jusqu'à la fin. En plus, franchement, ces montagnes, c'est tellement beau. Le lendemain, il est temps de dire au revoir à la Tchétchénie. Direction la Géorgie et sa capitale, Tbilissi. Ces 10 derniers jours, j'ai parcouru l'extrême sud de la Russie. La Géorgie se trouve de l'autre côté de la chaîne du Caucase. Je connais déjà la capitale et je m'attends à des différences culturelles. Le contraste est saisissant lorsqu'on passe des républiques traditionnellement musulmanes à la Géorgie chrétienne. En Géorgie, la religion semble moins omniprésente qu'en Tchétchénie. La Géorgie est plus occidentale et à Tbilissi, l'influence américaine saute aux yeux. Le pays dispose de la liberté de religion et de la liberté d'expression, du moins selon les standards du Caucase. Première chose en arrivant à Tbilissi, je me rends à l'adresse indiquée par un ami. L'ami d'un de mes amis habite ici. C'est un artiste que j'aimerais rencontrer. J'ai entendu dire qu'il a une maison exceptionnelle quelque part dans le coin. Ce portail correspond plus ou moins à la description. Bon, ben allons voir.
Selon mon ami, Manana et Gouka représentent bien la scène artistique de Tbilissi, très active dans mon souvenir. Je suis curieux de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est vraiment sympa. C'est quoi comme maison? On dirait une maison ancienne. Pas tant que ça. Avant, il y avait une maison ancienne ici, mais elle a été totalement détruite pendant la guerre de 1992. C'est vrai? Elle a été entièrement reconstruite. Elle était beaucoup plus belle avant. Elle avait 150 ans. C'est moi qui ai fait la déco de cet étage. J'ai voulu qu'il ressemble à un bâtiment ancien. Les gens disent qu'on perçoit l'esprit de la maison qui se trouvait là avant, qu'elle est complètement différente, mais qu'elle a l'esprit d'une maison ancienne. J'ai une question délicate à vous poser. Est-ce qu'on peut vivre en tant qu'artiste à Tbilissi? En tout cas, l'inspiration ne manque pas. C'est un lieu qui vous inspire? Oui, bien sûr. Énormément. Par contre, on est mal payé. Je n'osais pas vous le demander. Ça fait partie du jeu. Les artistes n'ont jamais la vie facile. Je parle des peintres, des dessinateurs. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. C'est le cas de tous les bons artistes. Moi, je fais tout un tas d'objets qui se vendent bien. De la décoration, du design, je n'arrête pas. Mais les peintres, par exemple, ont nettement plus de mal à s'en sortir. C'est vrai. Tu fais plein de choses différentes. Oui, je fais beaucoup de choses. Des objets utiles, des meubles, par exemple. Tout le monde en a besoin. Ça se vend, même si c'est cher. Un tableau, en revanche, ça dépend. Ça dépend du goût des gens. La peinture, ce n'est pas une nécessité, c'est du luxe. Et les riches ne comprennent pas forcément le concept. Je vois. Donc c'est difficile. On a du mal à trouver des mécènes, beaucoup de mal. Moi, par exemple, tout ce que je fais, c'est avec mes propres moyens. Beaucoup de gens ont des idées, mais elles sont difficiles à concrétiser. C'est vrai. Malheureusement, il y a beaucoup d'artistes talentueux, mais peu de gens pour les soutenir. C'est sûr. C'est comme ça partout. Oui, on connaît tous le problème. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, il y a de bonnes écoles ici. C'est pour ça que je vous pose la question. Je connais plein de grands artistes, des musiciens et cinéastes. Vous avez tellement de gens intéressants dans ce pays. Il y a du talent, mais les écoles n'aident pas vraiment à le mettre en valeur. Elles sont ruinées. Les écoles sont ruinées et avoir un diplôme ne veut rien dire. Il y a des artistes, mais le gouvernement ne leur commande jamais rien. Il fait venir des artistes étrangers qu'il paie rubis sur l'ongle. Et les jeunes d'ici, ils galèrent. J'essaye toujours d'inclure des jeunes dans mes projets. Que ce soit des photographes ou des illustrateurs, par exemple. Certains amis de mes filles ont vraiment beaucoup de talent et j'adore travailler avec eux. En tout cas, je me débrouille toujours pour impliquer des jeunes dans ce que je fais. Et j'aime le travail en groupe. Si chacun faisait appel à des jeunes pour ses projets, on ferait de très belles choses. On sait tous que les prix ne sont pas très élevés ici, mais on peut quand même y arriver. Je suis heureux d'apprendre que les deux artistes font leur possible pour soutenir les jeunes. Je leur demande ce que c'est d'être caucasien. Peut-être les Géorgiens ont-ils leur propre réponse à cette question. On m'a raconté plein de choses un peu mystérieuses. Je ne sais toujours pas ce que c'est, l'âme caucasienne, finalement. Les gens disent souvent que c'est difficile de comprendre le Caucase. Alors, quel est votre avis? L'âme caucasienne... Qu'est-ce qui la caractérise? Moi, je suis géorgien. C'est vrai. J'ai ma propre version. Je veux bien l'entendre. Je peux parler franchement? Bien sûr. Quand je nous regarde, moi et les autres, je me rends compte que tout ça nous est bien égal.
Ils ont pris l'Abkhazie et l'Ossétie, et je m'en fiche. Les gens s'en contrefichent. Personne ne fait rien, personne n'organise une manif pour ceux qui n'ont plus de maison. Il y a eu la guerre ici. Cette partie de la ville a été détruite en 1992, tu te souviens? Oui. Le Parlement se trouve dans cette zone, en bas. Et là, il y a eu... Mon père se trouvait dans le quartier de Gamsa-Khourtia. Cette maison a été détruite. Ensuite, les combats se sont poursuivis dans le quartier de Zemeli. Un peu plus loin, les gens s'amusaient comme si de rien n'était, alors qu'à Zemeli, c'était la guerre. Il y avait des trolleybus renversés dans la rue. Les gens venaient voir à quoi ressemblait la guerre, puis ils repartaient. La vie continuait comme d'habitude. Quelque part, je pense que c'est ce détachement qui a sauvé la Géorgie. L'histoire de ce pays a toujours été marquée par la guerre, contre les musulmans avec lesquels il a fallu cohabiter, puis contre les Russes avec l'occupation. Tout ça a probablement rendu les gens plus ou moins indifférents. Est-ce que les Géorgiens ont des objectifs? Est-ce qu'ils ont de l'ambition? Oui, comme tout le monde. Bien sûr qu'il y a de l'ambition. C'est difficile à comprendre. Mais un Géorgien qui n'a jamais voyagé à l'étranger vous dira que la Géorgie est le plus beau pays du monde. Qu'elle vaut mieux que toutes les autres nations, qu'elle est géniale. Je pense que c'est ça l'âme géorgienne. L'âme géorgienne. Quand on n'a jamais voyagé, on s'imagine qu'on est au centre du monde. C'est clair. Tout le monde dit ça. Les Géorgiens sont les meilleurs, les plus forts. Notre Église répète tout le temps qu'il y aura le déluge et que seule la Géorgie s'en sortira. Si je me base sur cette seule conversation, il y a quand même une sacrée différence entre les mentalités du Caucase du Nord et celles du Caucase du Sud. J'ignore quelle est la part d'ironie dans les réponses de Bouka et de son mari. Une chose est sûre, cette visite en valait la peine. Nous décidons de nous retrouver un peu plus tard dans la soirée pour dîner avec leurs amis. Dans une ruelle, je repère un barbier traditionnel. Je décide d'aller me faire pomponner. Ce barbier est un petit filou. À chaque fois qu'il entend les filles du magasin d'à côté sortir pour fumer, il jette un œil vers elles d'un air particulièrement intéressé. Et voilà. Merci. Ça y est, j'ai quelques centimètres de cheveux et de barbe en moins. Ça fait du bien. Je n'ai plus l'impression d'être un globe-trotteur aventurier. Cette fois, je suis prêt à entamer ma visite de la Géorgie. Dites, qu'est-ce que vous faites? C'est pour la légalisation de la marijuana. Ok. Donc pour vous, si la consommation était légalisée, il y aurait moins d'alcool. C'est légal ici? Non. Nos lois sont nulles. Ok. Les gens vont en prison s'ils fument. Ah bon? Ces garçons, je vous jure. Mais pas d'inquiétude. La police est juste à côté et veille au grain. La place est calme, aucun malaise. Les policiers sourient. Ils regardent les gars nettoyer derrière eux. Une chouette manif, quoi. Dans le Caucase, la notion de liberté d'expression n'est pas la même qu'en Occident. Les Géorgiens ont le sentiment de pouvoir s'exprimer librement. Les journalistes écrivent pas mal d'articles sur la corruption. Mais leur parole n'a pas autant d'impact qu'elle en aurait en Europe. La liberté d'expression est un concept récent dans cette région. Les paroles et les écrits ne sont pas toujours basés sur des faits, et on ne les prend pas forcément au sérieux, du moins pas encore. Malgré ça, à Tbilissi, l'atmosphère semble assez décontractée.
Apparemment, le restaurant dans lequel je suis invité ce soir se trouve là-haut. Tout en haut. Il fait assez sombre dans la rue de ce resto. Il paraît que c'est l'un des établissements les plus écolos au monde. Ils servent des plats et des vins bio. Et tous les ingrédients sont acheminés là-haut à pied. On ne peut pas aller plus loin en voiture. Après, c'est à la force des mollets qu'il faut y aller. On m'avait dit qu'accéder au restaurant était difficile, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. Enfin, nous y voilà. À mon avis, les livreurs doivent avoir une sacrée condition physique. Au restaurant, je retrouve Gouka, qui me présente à la patronne du restaurant. Je rejoins la tablée constituée d'artistes de la région. Tiens, Ville, il faut que tu goûtes ça. Super, merci. Vous faites votre propre vin? Non, mais c'est tout comme. Ce n'est pas un produit de masse. Je vois. Le restaurant est à toi, c'est ça? Oui. Ok. Et ça fait longtemps? Je travaille pour cette entreprise depuis 1 an maintenant. Et mon vin est plutôt bon, si je puis me permettre. Ce n'est pas trop difficile de tenir un resto ici? Honnêtement, non. Ça étonne les gens, et ils demandent souvent pourquoi on s'embête à tout monter ici. C'est sûr. Ça fait partie de ma journée. Et en voiture, c'est pas possible. Non, Donc, il faut tout porter soi-même. absolument. C'est dingue. Ce n'est pas si embêtant que ça. La seule chose que j'aimerais bien avoir, c'est un petit âne. Ce serait un mode de transport inestimable. C'est clair. Un mode de transport à 4 pattes. Oui, ce serait super de pouvoir venir ici à dos d'âne. J'envisage vraiment d'en prendre un. Mais j'hésite, parce que les marches sont en béton. On m'a dit qu'un âne aurait du mal à les monter. C'est bien possible. Par contre, s'il y avait une route, ça ne poserait aucun problème. Oui. C'est sûr que ce n'est pas facile d'accéder au resto. Pourtant, les gens viennent, toutes les tables sont occupées. Oui, c'est habituel. C'est plutôt bon signe. Un dîner délicieux et en plaisante compagnie, avec vue sur les toits de Tbilissi. Demain, je dois quitter la ville. Je savoure d'autant plus ces instants de tranquillité. Le matin se lève sur Tbilissi. Nous prenons la route S1, cap sur l'ouest. Au bout d'1 heure, nous approchons de la frontière de l'Ossétie du Sud. La sécurité est renforcée. Ça fait maintenant un bon moment que nous roulons en direction de la frontière. Elle se trouve en montagne, entre la Russie et la Géorgie. Et elle a pris une grande importance lors des récents conflits entre les deux pays. On nous a dit qu'il nous fallait une escorte de sécurité. Je ne sais pas trop pourquoi. Elle est arrivée de nulle part et nous a rejoints. Mais je ne sais toujours pas pourquoi il nous en faut une. Il a fallu qu'on demande tout un tas d'autorisations et on a appris seulement ce matin qu'on avait le droit de se rendre à la frontière. La tension reste palpable. Les gens en parlent beaucoup en ville, de toutes ces autorisations. Bref, il y a quelque chose de particulier dans l'air, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On le saura bientôt.
Cette guerre dont on a parlé hier a eu lieu en 2008 entre la Géorgie et la Russie. L'enjeu de ce conflit était l'Ossétie du Sud, province séparatiste de Géorgie soutenue par Moscou. On n'en a pas tellement parlé dans les médias. En chemin, je vois plusieurs camps de réfugiés et j'entends dire qu'il est difficile de traverser la frontière. Je n'en avais pas spécialement l'intention, mais je suis curieux de savoir quelle est la situation et de voir ce dont les JT ne nous parlent pas. Nous sommes maintenant à 15 km de Tsrinvali. C'est de là qu'est partie la dernière guerre. Nous nous rendons à l'endroit où est né le conflit. La route entre la Russie et la Géorgie a été coupée pendant un certain temps au printemps. La seule route qui mène d'ici à la Russie et vice-versa a été bloquée par un énorme glissement de terrain avec de la boue, de la neige et de la glace. Les Géorgiens avaient coutume d'en plaisanter en disant « Hey, tu as entendu parler du glissement de terrain ?»« Oui, j'imagine qu'on devrait aider à déblayer. » Et là, le premier type réplique « Mais pourquoi faire ?»« Mais parce que les Russes ne peuvent plus venir. »« Ok, mais pourquoi faire ?» Apparemment, ils ont fini par réparer la route. Nous arrivons à la frontière, qui, selon les policiers, n'est pas une frontière, mais une ligne d'occupation. Ils nous disent également qu'elle est gardée par des policiers et non des soldats, parce que cette ligne tracée par les Russes n'est pas une frontière officielle entre les deux pays. On m'autorise à jeter un œil alentour, mais avec la promesse que nous ne montrerons pas les visages ni les voitures des policiers. Derrière nous se trouve l'un des principaux foyers de tension dans le Caucase. Actuellement, ce conflit semble ne pas vouloir évoluer. On dirait qu'il est bien installé là où il est. Les négociations sont au point mort. Plus précisément, il n'y a aucun contact entre les deux parties. Les négociations avec la Russie se font par l'intermédiaire de l'Union européenne et des Nations unies pour tenter de trouver une issue à la crise. Actuellement, ça semble mal parti. Ce serait sûrement dans l'intérêt des deux pays de trouver une solution. C'est du moins ce qu'on m'a appris quand j'étais gamin. Quand il y a un problème, il faut en parler et le régler. Nous sommes obligés de faire une pause. Notre fréquence radio subit des interférences et le micro ne fonctionne plus. La crise a démarré en 2008, lorsque les Russes ont voulu, selon leur dire, secourir leurs compatriotes vivant de l'autre côté de la frontière géorgienne. D'après ce que j'ai lu, c'est aussi arrivé ailleurs. Avant la crise, Moscou avait commencé à distribuer des passeports russes aux Ossètes qui avaient été citoyens soviétiques et désiraient le passeport. Au bout d'un moment, étant donné le nombre d'Ossètes disposant de passeports russes, il a été décidé que l'Ossétie deviendrait russe. Ils ont coupé l'eau ainsi que toutes les connexions entre les régions et les gens n'ont plus aucun moyen de traverser cette ligne. Quand cette ligne a été tracée, de nombreux villages ont été coupés en deux, et même des familles. Les enfants se sont retrouvés d'un côté et les parents de l'autre. Ils n'ont même pas le droit de se voir. Les policiers ont pour mission de garder cette ligne et d'empêcher quiconque de la traverser. Si la ligne est franchie, la personne est emprisonnée. En général, ça se solde par une simple amende. Mais dans certains cas, il est arrivé que des gens se retrouvent emprisonnés pour plusieurs années. Il arrive souvent que quelqu'un tente de traverser la ligne pour aller voir ses proches. Mais c'est interdit.
Selon les autochtones, ce sont surtout des personnes âgées qui vivent en Ossétie du Sud. Les plus jeunes sont partis pour la Russie dans l'espoir d'y trouver du travail. Il n'y a pas beaucoup d'emplois dans les villages environnants. L'eau est également un problème. Les conduites viennent du côté occupé par les Russes et il y a souvent des coupures d'approvisionnement. Pendant ces coupures, du côté de la Géorgie, les habitants sont privés d'eau. La ligne d'occupation s'étend sur un large territoire. À cause d'elle, on recense 26 000 réfugiés. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que rien n'avance. Les négociations sont au point mort. Comment est-il possible qu'il y ait une crise quelque part et qu'on ne fasse rien? Limite qu'on l'oublie, alors qu'il y a des gens pris en otage de chaque côté. Personne n'est content, mais on laisse la situation s'enliser. Et pendant ce temps-là, les dirigeants se livrent à un bras de fer, quelque part dans une salle de conférence. Je me rends dans un village situé au beau milieu de la ligne d'occupation. Il illustre parfaitement l'absurdité de la situation. C'est sûrement l'une des choses les plus étranges que j'ai vues de ma vie. La ligne passe juste ici, au beau milieu de cette maison. La fameuse ligne qu'il est interdit de traverser d'un côté comme de l'autre. Et elle traverse cette maison. Elle part d'ici. Et si on va par là, elle se poursuit ici, tout droit à travers la maison. Là, ce sont les Russes, et ici les Géorgiens. Voilà à quoi ressemble la situation ici. Dans ce village, les gens vont dehors, discutent entre eux, et ils regardent de l'autre côté, là-bas. Ils ne peuvent pas y aller. Et personne ne fait quoi que ce soit pour que ça change. Le conflit a commencé en 2008, et personne ne bouge le petit doigt. C'est l'enlisement total. Chacun continue sa petite vie de son côté, comme si de rien n'était. C'est complètement fou. Et ce sont les gens d'ici qui en subissent les préjudices. Le village de Fukutiantri compte de nombreuses maisons inhabitables et abandonnées. La ligne a été tracée sans prévenir. Les villageois étaient au beau milieu de leurs tâches quotidiennes lorsque des hommes sont venus installer des barbelés dans leur maison. C'est dans une de ces maisons que je rencontre Tina et son petit-fils Andriy. Ici, les gens n'aiment pas parler russe. Nous nous entretenons donc en anglais et en géorgien, avec l'aide d'un interprète. Combien il y avait d'habitants avant? Je ne sais plus trop. Aujourd'hui, il y a 90 familles qui vivent ici. Tina me raconte qu'elle a été enseignante dans une école de village à Meret, près de Gori, la capitale. Avant 2008, sa famille vivait bien, dans une jolie maison neuve. Aujourd'hui, ils sont logés dans un foyer provisoire à l'intérieur d'une école, avec plusieurs autres familles. Les villageois doivent se contenter de peu. Même faire pousser de quoi manger est difficile. Vous savez, ma vie de tous les jours est vraiment compliquée, parce que la Russie occupe une partie de mon pays. Et nous,
Nous sommes pile sur la ligne d'occupation, vous comprenez. De l'autre côté, il n'y a aucune irrigation. Et sans irrigation, il n'y a pas de récolte. Et qu'est-ce que vous faites pousser ici, d'habitude? Dans la région de Gori, on fait surtout pousser des fruits et des légumes. On a des pommes de terre, des haricots, des tomates. On produit à peu près tout ce dont on a besoin pour vivre. Maintenant, on ne peut plus parce qu'on n'a plus suffisamment de terrain. Il y a d'autres emplois dans ce village? Est-ce que les jeunes peuvent encore travailler ici? C'est un vrai problème. Leurs parents vivent toujours ici, mais les jeunes, eux, partent en ville pour trouver du travail. Votre petit-fils est scolarisé ici? Pas dans notre village, mais il y a une école dans le village voisin. Il sait déjà ce qu'il veut faire quand il sera grand? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dis-leur. Tu veux faire quel métier? Il veut devenir médecin, Médecin? parce que sa mère est médecin. La maison de Tina est une véritable désolation. Elle venait juste d'être terminée lorsque les bombardements ont commencé. Andri n'a jamais connu la maison de sa grand-mère telle qu'elle était avant le conflit. Même les photos ont brûlé il y a 6 ans. C'est ce qui attriste le plus Tina. Dans le prochain épisode, je poursuis ma découverte de la campagne géorgienne. J'ai marché sur une betterave ou un truc comme ça. Ça, c'est de la tomate. Maistuu tomate.